Bonjour, bonjour chers amis résistants, je suis toujours en haute parenthèse, à 2200 mètres d'altitude. Je suis très heureux, comme d'habitude, de pouvoir échanger avec vous. Et je voulais d'ailleurs commencer par vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces lives. Vous avez été plusieurs milliers sur chacun des lives de la semaine dernière, donc je tiens à vous en remercier. Ça prouve bien que, y compris au cœur du mois d'août, y compris quand on est loin des centres de décision, on peut avancer, on peut échanger. Et on peut essayer autant que possible d'influer sur le cours des choses. Donc merci. Je voulais aujourd'hui évoquer avec vous, et le lieu dans lequel je suis en est évidemment particulièrement propice, un événement qui s'est passé cette semaine. Cette semaine a eu lieu ce qu'on appelle le jour du dépassement. Le jour du dépassement, c'est quoi? C'est qu'à partir de cette semaine, et jusqu'à la fin de l'année, la Terre va vivre à crédit. Alors pas à crédit sur le plan économique, à crédit sur le plan écologique, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant et jusqu'à la fin de l'année, eh bien, la Terre nous aurons, nous les hommes, consommé plus de ressources que notre Terre est capable d'en produire. Alors c'est un événement qui est absolument loin d'être anodin, parce que ce que nous vivons actuellement, c'est considéré comme les géologues comme la 6e grande extinction de l'histoire de l'humanité. La 5e grande extinction, vous la connaissez, c'est celle du Crétacé tertiaire, c'est l'extinction des dinosaures, moins 65 millions d'années, la fameuse météorite qui est arrivée sur le Yucatan, qui a exterminé 90% des espèces vivantes. Celle d'avant, c'était celle du Permien, moins 250 millions d'années. C'est la 4e, on en a connu 5 comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans la 6e grande extinction. Et la différence avec les extinctions précédentes, c'est que celle-ci est provoquée par l'homme. Et c'est pas rien. Météorite pour la précédente, grand volcan pour celle d'avant, grande glaciation pour les précédentes. Et là, pour la première fois depuis l'histoire de l'humanité, c'est l'une des espèces, à savoir l'homme, qui est en train de provoquer l'extinction de peut-être 50, 60, 80, 90% des autres espèces. Alors, c'est un sujet qui est évidemment éminemment politique. J'en profite d'ailleurs pour saluer Henri. Vous êtes très gentil, Henri, dans le message que vous m'envoyez à présent. Figurez-vous que moi aussi, j'attends ce moment avec impatience. Bonjour Kyodia, bonjour cher Cyril, qui vous exprimez sur le live. C'est un sujet, l'écologie, qui est éminemment politique et qui a, hélas, été galvaudé, abîmé par ceux qui en ont fait un terrain de jeu politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des écologistes qui sont incarnés par des groupes politiques, Europe Écologie, les Verts, etc., mais qui font de la petite politique, qui n'ont... on les appelle, vous savez, les pastèques, vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. L'écologie politique telle qu'elle a été appréhendée ces dernières années est évidemment un non-sens absolu. Elle a été incarnée par des personnes qui ne cherchent qu'à faire carrière dans le domaine politique, et c'est évidemment exécrable. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que l'écologie devrait être une cause politique, devrait être la cause politique majeure. Parce qu'elle inclut en réalité toutes les autres. Et parce qu'elle est systémique. C'est-à-dire qu'elle a un impact sur l'ensemble du système. Et moi, la formule que j'ai envie d'employer avec vous aujourd'hui, et pourtant, vous savez à quel point je ne suis pas quelqu'un d'idéaliste, je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique, eh bien, je vais aller jusqu'à dire que nous devons abolir la pollution. Alors, abolir la pollution, c'est pas quelque chose de... C'est pas une approche bisounours. Je suis pas en train de dire oh là là, la pollution c'est mal, il faut protéger la nature, voilà, l'économie c'est mal, il faut arrêter de polluer, etc. Moi je ne suis pas un décroissant. Tous ceux qui proposent de lutter contre la pollution ont une approche extrêmement décroissante du monde. Moi je ne suis pas décroissant, au contraire, je suis favorable à créer de la richesse et à créer de la valeur. Et je vais vous donner un exemple dans l'histoire de l'humanité, alors qui n'a rien à voir avec l'écologie, mais qui montre bien que
en abolissant la pollution, eh bien, on est capable potentiellement de repartir vers de la croissance et de la prospérité. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a un petit peu plus de 2 siècles aux États-Unis. C'était la guerre de sécession. La guerre de sécession, vous savez, qu'est-ce que c'était? C'était les États du nord des États-Unis qui ont décidé d'abolir l'esclavage. Quelque chose de sacrément audacieux. Vous aviez à l'époque une main-d'œuvre gratuite qui permettait de faire à peu près tout ce dont vous aviez envie. Mais les États du nord des États-Unis ont décidé d'abolir l'esclavage, ce que n'ont pas fait les États du sud des États-Unis. Sauf qu'en abolissant l'esclavage, c'est-à-dire en se créant une contrainte, a priori, les États-Unis du nord ont connu une croissance absolument spectaculaire de leur économie. Parce que la contrainte crée le changement. Et c'est ça qui est passionnant. Ils sont partis d'une contrainte, c'est-à-dire qu'ils vont décider de passer d'une main-d'œuvre gratuite à une main-d'œuvre payante, abolition de l'esclavage. Ils se créent cette contrainte, et cette contrainte a créé une croissance économique insolente dans tous les États du nord des États-Unis, croissance qui n'a pas évidemment suivi au sud, et vous avez là l'une des raisons de la guerre de sécession. Ce qui montre bien, oui, cher Cyril, je reviendrai sur la notion de puissance, tu as parfaitement raison, et sur la notion de croissance, parce que c'est des nuances qui méritent d'être précisées. Donc, cette histoire de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis montre bien qu'en créant une contrainte, on peut repartir sur 50 ans, 100 ans. S'il y a eu une révolution industrielle aux États-Unis au XVIIIe siècle, c'est grâce à l'abolition de l'esclavage. Donc, progrès grâce à la contrainte. Et aujourd'hui, le temps est venu, parce que nous sommes au cœur de cette 6e grande extinction que nous, les humains, sommes en train de provoquer, le temps est probablement venu de nous imposer cette contrainte-là, l'abolition de l'écologie. Mais encore une fois, pas de l'écologie, pardon, pour le lapsus, de la pollution. Encore une fois, pas pour rentrer dans un modèle décroissant, mais pour saisir au bon cette nouvelle révolution technologique qui va nous permettre de tout réinventer, et notamment notre rapport à l'énergie, et notre rapport à l'industrie, notre rapport au travail, notre rapport à la production de richesses. Et ça c'est extrêmement intéressant et extrêmement audacieux. Prenez l'exemple de l'énergie. Vous savez que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et c'est un sujet sur lequel, d'ailleurs, il faut accepter de sortir d'un certain nombre de dogmes. Je suis de ceux qui pensent que la France est l'un des pays qui a réussi sa première révolution énergétique grâce au nucléaire. Nous avons été indépendants en électricité à hauteur de 75% grâce à des décisions politiques qui ont été prises dans les années 60 et 70. C'est bien et je m'en réjouis. Maintenant, est-ce que le nucléaire aujourd'hui est la panacée? Évidemment non, mais pour une raison très simple et de façon complètement adogmatique. Aujourd'hui, créer une centrale nucléaire à partir de zéro, ça coûte environ 120 € le mégawattheure. L'électricité qui en découle. Aujourd'hui, créer une centrale solaire, et on l'a vu récemment à Cestas en Gironde, on est aux alentours de 80 € le mégawattheure. Pareil pour les énergies éoliennes. Il est prouvé que ça coûte aujourd'hui moins cher de construire une centrale solaire, une centrale hydroélectrique ou une centrale éolienne qu'une centrale nucléaire. Et d'ailleurs, tout le problème, si vous lisez la presse économique, vous avez dû voir ça cette semaine, le scandale de Hinkley Point au Royaume-Uni. C'est 2 centrales nucléaires qui ont été vendues à la France au Royaume-Uni. Projet qui ne se fera peut-être pas. Pourquoi? Parce que sur 30 ans, les Anglais vont devoir acheter une énergie à 120 € le mégawattheure. C'est complètement absurde. Alors certes, ce que vont vous dire les défenseurs du nucléaire, et elle est là l'imposture, et c'est ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que si on part du principe que nos centrales sont déjà amorties, ce qui est le cas, puisque nos centrales ont 50 ans en France, alors oui, effectivement, c'est 30 ou 40 € le mégawattheure, donc c'est moins cher. Mais sauf que ces centrales arrivent en fin de vie, et là EDF d'ailleurs s'apprête à dépenser 80 milliards d'euros pour prolonger la durée de vie de 10 ans, ce qui est un non-sens absolu. Imaginez que nous décidons de faire de l'énergie une clause industrielle majeure, en mettant sur le devant de la scène des énergies telles que le solaire, l'éolien ou l'hydroélectrique, et il y en a évidemment plein d'autres. Que nous décidons de faire de cet axe industriel une priorité nationale.
mais vraiment une priorité nationale. Un peu, vous savez, comme quand Kennedy a dit en 1961, avant la fin de la décennie, nous enverrons un Américain sur la Lune. Quand il a dit ça, il n'avait pas la techno pour le faire. Il n'avait pas les moyens, mais ça a servi de force d'entraînement qui a mobilisé tout le monde, les centres de recherche, les universités, les entreprises, etc. Et c'est ce qui fait que moins de 8 ans plus tard, ça a été possible. Eh bien nous devrions avoir la maturité de faire exactement la même chose et de mettre le même niveau d'ambition, le même niveau de grandeur sur le sujet de l'énergie, évidemment. Et tout ça, alors ça va créer de la croissance, ça va réinventer le rapport au travail, ça va, vous savez, je vais en profiter pour répondre à l'un des commentaires que Cyril a adressé par le live il y a quelques minutes sur la redéfinition du mot croissance. Alors, la croissance qui rime avec profit complètement irraisonné, ça n'a évidemment pas de sens. Et c'est vrai, nous devons le reconnaître, depuis quelques années, depuis quelques décennies même, la croissance, qui est l'obsession de tous nos dirigeants politiques. J'entendais d'ailleurs notre président de la République, François Hollande, dire « Mon cap, mon objectif, c'est la croissance », sauf que si vous y regardez de près, la France, en 15 ans, a doublé son PIB, donc on a eu de la croissance, mais dans les mêmes années, dans les mêmes 15 ans, on a doublé le chômage et on a doublé l'endettement, ce qui montre bien que cette croissance-là est évidemment une croissance qui ne sert à rien, est une croissance qui est absurde, est une croissance qui n'est pas au service des peuples. Moi, ce que je souhaite, et c'est un vrai projet politique, et nous devons nous battre là-dessus, c'est pas de la décroissance, c'est de la croissance, mais une croissance qui rime avec de la prospérité. C'est-à-dire que la croissance, enfin, j'ai l'impression de dire une évidence, mais hélas, ça ne l'est pas. La croissance soit au service des agents économiques, c'est-à-dire des consommateurs, des citoyens, des entreprises, ni plus ni moins. Et que le profit irraisonné pour le profit n'est évidemment quelque chose qui n'est pas acceptable. Le profit pour vivre mieux, évidemment, tout le monde l'accepte, et c'est pour ça que je ne suis pas décroissant. Mais le profit qui est broyé par on ne sait où, et on ne sait pas qui, au profit de certaines multinationales qui maintenant ont quasiment un pouvoir de vie et de mort sur les nations, ça non. Ça, je ne suis pas d'accord. Le mieux vivre, oui Cyril, c'est exactement l'expression qui convient. Et donc, vous savez, on a beau faire ce qu'on veut, rétablir la sécurité qui est un prérequis, évidemment, qui est aujourd'hui la préoccupation numéro 1 de nos compatriotes, et c'est bien le moins. C'est la base d'un contrat social, tel que défini par Rousseau notamment, c'est la sécurité. Donc ça, c'est un point de départ, c'est évident. Mais nous, les humains, qui sommes aujourd'hui l'espèce dominante, espèce tellement dominante que nous nous arrogeons le droit de faire ce que nous voulons de notre terre et des autres espèces. Eh bien, nous avons, parce que nous sommes l'espèce dominante, une responsabilité. Une vraie responsabilité politique. Une vraie responsabilité historique. Et je parle souvent de grandeur. Vous le savez. La grandeur, c'est évidemment avoir des principes qui sont forts, qui sont intangibles, qui sont non négociables. Et ces principes, nous les avons. Ils s'appellent la République, sauf que nous ne les appliquons pas. Parce qu'aujourd'hui, nos gouvernants se montrent, hélas, faibles. Donc ça, c'est un point de départ. Agir avec grandeur pour rétablir les valeurs qui sont les nôtres, et en particulier les valeurs républicaines, mais agir aussi avec grandeur pour positionner la France comme le pays, comme il l'a toujours été, qui est au cœur de toutes les grandes révolutions industrielles, de toutes les grandes révolutions technologiques. Et je suis convaincu, mais de toutes mes forces, que l'enjeu, mais vraiment l'enjeu de cette révolution industrielle, de cette révolution technologique, c'est l'abolition de la pollution. Mais pas abolir la pollution, encore une fois, je le répète, parce que je ne veux pas être catalogué d'écolo, idéaliste, bisounours, c'est loin d'être le cas. Pas une abolition de la pollution pour faire moins, non, une abolition de la pollution pour faire mieux et pour faire plus. Et évidemment pour permettre une fois de plus à notre pays, la France, d'être au rendez-vous de l'histoire. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors évidemment,
le cadre dans lequel je suis, que je vous fais partager, est particulièrement propice à ce genre d'idées. Je suis en haute parenthèse et je vois d'année en année les glaciers se réduire. Et quoi que l'on dise aujourd'hui, c'est une réalité, notre planète vit à crédit, notre pays vit à crédit. Nous léguons aux jeunes générations un double endettement, un double passif, un passif économique monumental, 2 000 milliards de dettes en France, 4 000 si on ajoute la dette grise, c'est-à-dire les retraites des fonctionnaires que nous devons payer. Donc 4 000 milliards d'euros que nous léguons aux générations suivantes, mais aussi une dette écologique, avec une croissance qui n'a pas été pensée, une croissance qui a été orientée uniquement dans un intérêt de court terme et de profit. Et cette génération-là, qui naît aujourd'hui, ou même celle qui a 10 ans, 20 ans, eh bien, elle aura cette double contrainte. Et la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui, nous qui sommes une génération de transmission, bah, c'est de préparer notre pays, nos infrastructures, pour les prochaines générations. Vous savez, le rôle de la politique, je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est assez facile à retrouver. Le rôle de la politique, ce n'est pas de protéger le passé du futur. C'est au contraire de protéger le futur du passé. Et c'est vrai que le passé, c'est-à-dire les dogmes, c'est-à-dire les fausses idées, c'est-à-dire les conservatismes, les verrous, c'est aujourd'hui ce qui nous plombe et c'est aujourd'hui ce qui empêche les jeunes générations de pouvoir accéder aux responsabilités. Et c'est ce qui empêche un pays tel que la France, qui est un vieux pays, 15 siècles d'histoire, avec tous ces boulets, tous ces verrous, tous ces conservatismes, c'est ce qui nous empêche de rayonner. Eh bien, nous sommes là, tous ensemble, pour faire sauter sous tous ces verrous, pour essayer de voir loin, pour essayer d'être ambitieux, et pour projeter notre pays dans l'avenir, mais avec de la fermeté, évidemment, mais surtout avec de la joie, avec de l'ambition et avec de l'innovation. Voilà, chers amis, je suis très heureux d'avoir pu échanger avec vous. Donc merci Cyril, merci Claudia, merci Michel, merci Guillaume, merci Henri. J'en ai oublié d'autres, mais je n'ai fait défiler que quelques noms. Merci à vous tous qui êtes intervenus sur ce live en direct. Merci à vous tous qui me suivaient en replay. Le replay est disponible dès la fin de ce live d'ailleurs sur ma page Facebook. N'hésitez pas à diffuser, n'hésitez pas à partager. C'est une façon pour nous de commencer à exister. Et comme je vous le disais, ça marche. Vous êtes plusieurs milliers depuis quelques jours, depuis quelques semaines à suivre ces lives. Donc continuons, ne lâchons rien. Ainsi va la France. À bientôt.